Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de votre émission, l'actualité avec en tête d'affiche l'Espagne qui annonce le lancement imminent de son tout premier mini-lanceur réutilisable. On parlera aussi de l'agence russe Roscosmos, priée de régler ses impayés par le Kazakhstan. Et puis le retour de Crew 6 sur la terre ferme avec quelques records pour l'équipage. Et on se donnera enfin des nouvelles des assises du New Space qui viennent de rencontrer Bruno Bonnel, responsable de France 2030. Ça, c'est pour l'actualité. En deuxième partie d'émission, votre Space Talk, on débriefera aujourd'hui de l'exercice militaire Astérix d'envergure nationale et même internationale qui en dit long sur les ambitions de défense spatiale française. Le directeur de l'exercice, le colonel Bourdelot, sera en plateau avec nous. Voilà pour le programme. On démarre avec l'actualité direction l'Espagne. L'Espagne sera la prochaine nation à se doter d'un lanceur en Europe. Le chef du gouvernement Pedro Sánchez vient d'annoncer le lancement imminent de sa première fusée d'ici seulement quelques semaines. Pas plus de précision pour l'instant sur cette date de lancement. Alors en réalité, l'Espagne sera même la toute première nation européenne à mettre en orbite un mini-lanceur réutilisable. Et alors qu'une dizaine de startups se font la course en Europe, c'est la société PLD Space qui s'apprête à passer la ligne d'arrivée. En partenariat avec l'agence spatiale espagnole, elle a conçu Miura 1, un mini-lanceur capable d'effectuer pour l'instant jusqu'à 4 missions par an. Il pourra transporter des marchandises dans l'espace et les ramener en toute sécurité. Alors, ces lancements sont prévus depuis la base d'El Arenocillo à Huelva, en Andalousie. Après le lancement de Miura 1, l'entreprise compte propulser en 2024 déjà Miura 5, un véhicule plus abouti, réutilisable, qui pourra mettre en orbite régulièrement de petits satellites. Ces lanceurs doivent, je cite, placer l'Espagne à l'avant-garde du secteur spatial européen, ce dont Pedro Sánchez. Autre actualité, le Kazakhstan saisit les actifs de l'agence spatiale russe Roscosmos. Selon plusieurs médias russes, les autorités kazakhes n'ont eu d'autre choix que de saisir les actifs de l'agence spatiale russe située au cosmodrome de Baïkonour. La raison, un impayé de près de 26 millions d'euros. Les autorités kazakhes exigent depuis novembre dernier le paiement d'arriérés locatifs russes et le remboursement des coûts générés par les retards de lancement de la fusée Soyouz 5. Alors, c'est un nouveau modèle de lanceur dont le premier vol cofinancé avec le Kazakhstan a été retardé à maintes reprises et n'aura pas lieu avant 2024. L'injonction de paiement du tribunal d'Astana a été envoyée en janvier et ignorée par la partie russe. Autre conséquence de cet impayé, le directeur du centre d'exploitation de l'infrastructure spatiale terrestre, la principale société de Roscosmos, est temporairement interdit de quitter le pays. Alors si un accord garantit la location du centre de lancement Baïkonour jusqu'en 2050, eh bien certains médias rapportent que la Russie pourrait bien se retirer complètement de Baïkonour, alors même qu'il s'agit pourtant de la plus grande base de lancement au monde. Mais pendant ce temps-là, la Russie pourrait accélérer la construction, elle aussi, déjà en retard, de sa nouvelle base de lancement en Sibérie. Autre actualité, après l'arrivée de Crew 6 dans l'ISS, c'est l'heure du départ pour Crew 5, qui a quitté l'ISS la semaine dernière après 5 mois dans l'espace. Retour sur Terre dimanche 12 mars pour les 4 astronautes, 2 Américains, un Russe et un Japonais. Amérissage réussi au large de Tampa en Floride. Le vaisseau a ensuite été transporté sur le navire de récupération Shannon de SpaceX. Plusieurs records autour de cette mission qui a accumulé 4 sorties extravéhiculaires. D'abord l'américaine Nicole Mann est devenue la première femme commandante d'un vaisseau commercial. Anna Kikina est devenue la 6e femme russe de l'histoire à voler dans l'espace. Et Koichi Wakata, l'astronaute japonais, a totalisé 505 jours dans l'espace et devient le premier astronaute non américain et non russe à cumuler autant de jours dans l'espace. Dernière actualité et notre Colactu aujourd'hui. La délégation des assises du New Space continue son tour de table pour faire bouger le secteur spatial. 4 représentants ont été reçus par Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement
en charge de France 2030. Pour en parler, nous avons en ligne avec nous Stanislas Maximin, CEO de Latitude et membre actif des assises du New Space. Bonjour Stanislas, quel était l'objectif de cette rencontre précisément ? Oui, bonjour Cécile, merci de recevoir le collectif que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre avec Bruno Bonnel et ses équipes, donc tout secrétariat général pour l'investissement de France 2030, était de pouvoir présenter le rapport, déjà, qui a été établi par le collectif, mais qui vient des recommandations de centaines d'acteurs en France, acteurs émergents et préexistants, présenter ce rapport, puis également insister sur les points majeurs. Alors les points majeurs qui ont été dans notre discussion numéro 1, la vitesse et le déploiement de ce plan France 2030, ce milliard 5 dont 1 milliard est destiné aux acteurs émergents uniquement, mais pouvoir également parler de l'intensification de la commande publique qui est non seulement nécessaire pour faire grandir nos acteurs, améliorer leur compétitivité à l'international et également permettre de lever des fonds. Et c'était notre troisième point. Ce troisième point, c'était comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie avec le gouvernement et tous les acteurs publics et privés, une stratégie pour améliorer l'accès aux fonds propres pour les acteurs émergents, qui est aujourd'hui un frein, parce que si en France, les entreprises arrivent à lever des fonds en amorçage, pré-amorçage, voire série A, il devient assez compliqué de pouvoir lever des fonds suivants pour, on va dire, pouvoir monter en production, créer des usines. Or, c'est également un des objectifs majeurs du gouvernement, pas que dans le spatial. Et donc, c'est toutes ces discussions qu'on a pu avoir. On a également évoqué une des recommandations importantes, qui est de pouvoir créer un organe directement intergouvernemental pour représenter l'espace, une sorte de conseil national de l'espace qui permettrait justement d'apporter encore plus de poids dans la politique nationale à ce secteur qui aide vous et moi au jour le jour. Et comment a été reçue par exemple cette dernière proposition par Bruno Bonnel ? Alors, on a reçu pour le moment beaucoup d'intérêt sur ça. Bien évidemment, c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui a beaucoup de potentiel, mais qui nécessite un travail main dans la main avec tous les acteurs. Et aujourd'hui, notamment le ministère tutelle, qui est chargé de l'espace depuis plusieurs années, donc la Direction générale des entreprises au sein du ministère de l'économie, qui a bas un travail assez phénoménal. Et donc, le but, à nos yeux, c'est de pouvoir encore aller plus vite, avoir plus de moyens, avoir plus de ressources pour représenter ce secteur qui grandit, notamment dans le secteur émergent, où on a vu la création de plusieurs milliers d'emplois au cours des 4 dernières années, quasiment ex nihilo. Vous continuez ce parcours-là, vous avez déjà vu rencontrer avec les assises du New Space, en fonction des différents collaborateurs que vous envoyez sur place, plusieurs représentants et de la DGE par exemple, il y a quelques semaines, aujourd'hui Bruno Bonnel. Est-ce que globalement vous avez le sentiment d'être entendu ? On parle d'urgence à agir. Est-ce que vous pensez que cette urgence-là, elle est comprise ? Je pense que on voit énormément de traction suite à ce rapport et suite également à l'événement, et puis l'événement qu'on continue, puisque les assises du New Space continuent en juillet prochain, toujours à la station F, sur 2 jours. Donc oui, on a l'impression d'être entendu, puisqu'on est bien reçu. Maintenant, le spatial est un sujet complexe. Comme je l'ai dit, c'est un sujet également interdisciplinaire, donc on est reçu pas que par les gens en charge de l'espace, mais également par toutes les entités qui sont concernées ou seront concernées par l'espace demain. Alors forcément, on a une problématique majeure, c'est comment est-ce qu'on communique ? Comment est-ce qu'on rend clair aux concitoyens, mais également aux politiques qui les représentent, l'intérêt de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, on a bien évidemment la surface visible, qui est également nécessaire, ce que va être le vol habité, etc. Mais il est également nécessaire de montrer l'impact positif de l'espace dans nos vies, l'impact nécessaire également stratégique et souverain de l'espace pour notre nation. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et donc forcément, ça demande plusieurs rendez-vous, ça demande de pouvoir vulgariser ça demande de pouvoir apporter plus de précision pour que derrière, les politiques puissent voir l'intérêt pour leur propre, on va dire,
pour leurs propres concitoyens, leurs propres parcelles également s'ils sont au gouvernement. Et forcément, ça prend du temps. Donc on est reçu et c'est plus important. On continue à être reçu. On fait des mises à jour à chaque fois et les prochaines assises vont être l'occasion justement d'être, on va dire, une sorte de rencontre de tous ces acteurs-là et de tous les sujets qu'on a pu évoquer et sur lesquels on va pouvoir apporter encore plus de précision. On pourra faire un premier bilan sur cette année écoulée. Merci beaucoup Stanislas Maximin d'avoir pris le temps de répondre au Call Actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk. Astérix, deuxième édition, c'est l'heure du bilan. L'armée de l'air et de l'espace a achevé vendredi 10 mars dernier son exercice annuel de guerre spatiale Astérix, une simulation de conflit impliquant aussi bien les forces navales que l'armée de terre, l'aviation et surtout le commandement de l'espace créé en 2019. Un exercice qui s'inscrit dans un contexte de conflit au cœur même de l'Europe et qui rappelle les enjeux cruciaux de la défense spatiale au niveau mondial. Alors pour explorer le sujet, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le colonel Guillaume Bourdeloup, directeur de l'exercice Astérix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, quel était l'objectif concrètement de cet exercice qui s'appelle Astérix ? Alors Astérix, c'est l'exercice de préparation opérationnelle du commandement de l'espace. On en a plusieurs exercices, mais une grande partie sont l'idée par les Américains. Et donc, on a l'avantage, lorsqu'on conduit Astérix, de définir nos objectifs d'entraînement. Donc, ça a une vocation à entraîner notre personnel. Ça a aussi une vocation un peu exploratoire, à essayer des choses d'un point de vue capacitaire. Et puis, c'est une vocation communication au rayonnement qui est important de faire connaître le spatial et le spatial militaire en particulier. Et des capacités françaises, on va revenir là-dessus. C'est la deuxième édition et la nouveauté cette année, c'est que c'était un scénario en temps réel. Qu'est-ce que ça change ? Alors, pour être exact, c'était la troisième édition. La première édition a eu lieu en 2021. Moi, c'était la deuxième fois que j'étais directeur de l'exercice. Effectivement, cette année, c'était en temps réel. Chaque année, Astérix a un format un petit peu différent. Voilà. On n'est qu'au troisième, comme j'ai dit, troisième édition. Donc, on essaye des nouvelles choses un petit peu à chaque fois. L'an dernier, ça avait lieu sur 10 jours de mémoire et on était en temps accéléré parce que les choses ne vont pas si vite que ça dans l'espace. Et on voulait essayer beaucoup de choses. Donc, on était en temps accéléré x6. Et cette année, on était intégré à un exercice majeur qui était Orion, comme vous l'avez dit, qui impliquait les autres armées, terre, air, mer, cyber, la lutte informationnelle en particulier. Et donc, on était bien obligé de se mettre à la vitesse des autres. Et donc, on a joué Astérix en temps 1, en temps réel, en soutien en partie des autres armées. Et ça, on l'a fait pendant 3 semaines consécutives. 3 semaines de scénarios. L'idée, c'est quoi, d'avoir un ou plusieurs scénarios auxquels répondre ? Alors, il y avait qu'un seul scénario. C'était donc une puissance Mercure qui cherchait à déstabiliser une autre puissance Arland. Enfin voilà, sur des scénarios qui sont quand même assez classiques, on va dire. Donc, ça n'était qu'un seul scénario dans lequel d'ailleurs il faut s'immerger. C'est des scénarios assez complexes. Il faut bien saisir tout ce qui se trame derrière ça. C'est quoi le point de départ d'un conflit qui se joue en simulation dans un exercice comme Astérix ? Alors, il y a toute une montée en puissance en fait, à laquelle on est préparé. D'ailleurs, il s'agissait, dans le cadre de l'exercice Orion, il s'agit que d'une phase de l'exercice en fait. Il y a eu toute une phase de planification, Orion 1, qui a dû avoir lieu l'été dernier, me semble-t-il, et puis ça va continuer à se dérouler jusqu'à Orion 4, qui aura lieu quelque part en mai, me semble-t-il, cette année. Et donc, le déclenchement, c'est on joue une résolution de l'ONU avec la France qui est nation cadre, et donc un scénario d'entrée, ce qu'on appelle d'entrée en premier, c'est-à-dire que on va poser les boots on the ground dans le sud d'Arland pour aider Arland à reconquérir quelque part sa légitimité vis-à-vis de sa propre population. Voilà. Et donc l'espace était une des 8 composantes qui étaient jouées dans le cadre de cet exercice-là, ce qui était une grande première en fait. Mais comment quel rôle joue l'espace dans un tel conflit ? L'espace, il y a un fort volet du spatial qui consiste à l'appui spatial aux opérations. Et comme l'espace est absolument nécessaire dans la vie de tous les jours,
pour nos concitoyens. On commence à le savoir. On utilise à peu près 47 satellites par jour en tant que citoyen. Mais c'est un peu pareil pour nous. Oui. Voilà, le centre spatial, et c'est ce qu'aura démontré, on pourra en discuter un petit peu après, c'est ce qu'aura vraiment démontré cet exercice. Il fallait encore le démontrer, mais là, on l'a démontré par les preuves. Pour conduire une opération militaire d'envergure et interarmée, on ne peut pas le faire sans espace. Voilà, pour toutes sortes de raisons. C'est par l'espace qu'on a l'imagerie spatiale. On l'a vu avec le cas de l'Ukraine, d'ailleurs. Exactement, absolument. Ça l'a mis tout à fait en exergue. Il y a des satellites d'écoute, donc on va recueillir du renseignement, de l'écoute électromagnétique. On va utiliser des satellites de communication. Quand on se projette, on a besoin de communiquer à distance. Et donc pour ça, et Dieu sait si la connectivité et la communication sont importantes maintenant. Donc tout ça, ça utilise l'espace et ça utilise des satellites. Et sans parler du sujet de la localisation. On utilise des vecteurs et des armements qui sont précis, guidés par le GPS ou par Galileo. Et donc on a besoin... Galileo qui est le système de l'Agence spatiale européenne. C'est là qu'on se rend compte aussi de ce que ça implique. Il y a l'Agence spatiale européenne qui joue un rôle important dans ses capacités nationales. Absolument. En particulier sur le volet localisation. Ouais. Alors, l'idée là, c'était quoi? De tester, vous l'avez dit, c'était à la fois exploratoire et à la fois un test. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a pu tester nos compétences, nos capacités et voir jusqu'où on voulait aller? Oui, c'est ça. En fait, donc l'objectif premier, c'est de s'entraîner. Donc une fois par an, c'est un an de préparation Astérix quand même. Donc ça nécessite un gros travail préparatoire. On simule toute une population orbitale de 5000 objets. On simule des capteurs, donc qui sont réalistes. Le scénario est réaliste avec les moyens actuels et face à une menace actuelle avec des moyens qui sont qui existent actuellement. On dit que Mercure avait... alors, Mercure, c'était l'ennemi simulé, était équipé de matériel qui ressemblait au matériel russe. Oui, enfin, une puissance spatiale, pas que. Mais pas que. Oui, effectivement. De toute façon, la Russie est une puissance spatiale, on le sait, mais il y a d'autres puissances spatiales dans le monde. Et donc, effectivement, on avait face à nous une puissance qui avait ce qu'on appelle une puissance spatiale complète, c'est-à-dire qu'elle avait des moyens spatiaux et antispatiaux. D'accord. Et donc l'objectif d'Astérix, le premier objectif, c'est bien d'entraîner notre personnel à comprendre la situation spatiale, à soutenir la manœuvre terre-air-mer interarmée et potentiellement à agir dans l'espace, à manœuvrer nos satellites. Et ça, on en a les capacités aujourd'hui ? En partie. Pas surtout, mais donc la compréhension de la situation spatiale, oui, très clairement, ce sont des choses qu'on pratique tout à fait au quotidien. Et sans comprendre, si on ne peut pas comprendre, on ne peut pas agir. Donc voilà, c'est la base de tout. Donc, ce qu'on appelle avoir une recognized space picture, c'est-à-dire comprendre quels sont les objets, ce qu'ils font, quelles sont leurs intentions, et détecter surtout, nous, ce qui nous préoccupe militaire, c'est détecter les comportements anormaux. Voilà. Et quand on a fait ça, et bien après, on les analyse grâce à du renseignement d'intérêt spatial, et puis on agit. Alors on agit en space to space, d'espace à espace, mais ce qui était aussi très intéressant dans le cadre d'Orion, c'est qu'on peut mettre en œuvre d'autres composantes, terre, air, mer, pour agir vis-à-vis du spatial adverse. Parce que tout le monde sait que le spatial, c'est pas que ce qui se passe en orbite, il y a aussi des choses qui se passent effectivement, il y a les sol. Bases sur Terre, il y a toute cette connectivité, ces données downstream qui vont être intéressantes à traiter, voire à surveiller. Il y avait une composante intéressante. D'abord, c'était ces partenaires internationaux qui intervenaient dans l'exercice Astérix. Donc c'est un exercice français qui fait intervenir des partenaires internationaux comme les États-Unis ou l'Italie, je crois, l'Allemagne. Absolument. Donc c'est la deuxième année consécutive qu'on a invité des partenaires internationaux. Notre vision, mais qui est assez partagée, on va dire, dans le monde occidental, c'est qu'on ne peut pas conduire d'opération spatiale militaire seul. Parce que pour toutes sortes de raisons, l'espace c'est immense. Déjà rien que comprendre ce qui s'y passe, même si on a des capteurs ou on achète du service, c'est trop important, trop grand pour qu'on puisse faire ça seul. Donc rien que sur cet aspect-là, on a besoin de coopérer. Et donc à ce titre-là, on a invité pour la deuxième fois consécutive les USA, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Et pour la première fois, le NATO Space Center, donc le volet émergent, on va dire, espace de l'OTAN. Voilà. Ces gens-là venaient, c'était, si vous voulez, des sortes de représentants de leur Space Operations Center, et donc avec lesquels on se coordonnait quand on conduisait des actions spatiales. Avec l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, on a quand même des partenariats assez particuliers, puisque on fait du partage d'imagerie en particulier.
Donc on échange de l'imagerie optique contre l'imagerie SAR, donc on est interdépendants. C'est une espèce d'échange de moyens, de bons procédés. Exactement. En fonction de nos technologies. Autre point très intéressant et assez original, l'intervention d'entreprises privées. Il y avait cette année cette dimension-là de travailler avec des entreprises privées. Pourquoi? Quelles entreprises? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Alors l'espace c'est dual, voilà, ça c'est le principe de base. L'espace ça bouge très vite et ça bouge presque au rythme du... c'est le civil et le New Space qui drive presque le tempo en termes d'innovation, en termes d'émergence technologique. Ça c'est un premier point. Astérix, de toute façon, fait appel à du soutien privé pour mettre en place la simulation, pour la faire tourner, puisque c'est quand même assez complexe. Donc on fait appel à beaucoup d'industriels. On fait appel au CNES, évidemment, qui est notre soutien avec lequel on coopère dans l'espace. Et donc, pour en revenir à votre question plus précisément, on met en œuvre ce qu'on appelle une Commercial Integration Cell, ou une cellule commerciale intégrée, qui sont des opérateurs dits de confiance, donc français, qui sont habilités à en connaître, qui sont habilités au secret de la défense nationale, et qui peuvent coopérer avec nous sur une relation non contractuelle dans le cadre des opérations spatiales militaires. Parce qu'on sait des choses qui sont susceptibles de les intéresser, eux, en tant qu'opérateurs, et ils ont un savoir qui est susceptible aussi de nous intéresser. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher toutes les technologies dont on peut avoir besoin sur notre propre territoire. Alors, c'est pas tant de la technologie que du savoir, en fait. Et donc, on utilise l'expertise de ces industriels. Par exemple, 7. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'application où on va avoir vraiment un apport intéressant de la part d'un acteur privé? Oui, absolument. Alors, mais un exemple comme un autre, on a un opérateur de satellite qui peut détecter et localiser du brouillage, par exemple. Voilà, bon, ça va nous intéresser. Bien sûr. Et donc, on va chercher, nous, à le confirmer, à l'infirmer, à lui... D'autant plus qu'on a des relations contractuelles avec cet opérateur-là. Et puis, à essayer de trouver des modes qui vont faire qu'on va essayer de mettre fin à ce brouillage. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre encore en exergue? Dans le cadre du renseignement d'intérêt spatial, ce sont des gens qui vont construire des satellites. On a certains opérateurs qui sont des constructeurs de satellites, donc qui sauront faire de l'identification sur certains satellites que nous-mêmes, on ne sait pas faire. Voilà, donc il y a une expertise très, très poussée. Qu'est-ce qui gagne? Vous disiez que vous aviez aussi des choses à leur apporter, par exemple de la donnée. Par exemple de la donnée, et puis une compréhension de ce qu'on peut... Alors une compréhension directe de ce qui se passe. Alors un opérateur satellite, quand même, ça l'intéresse de savoir ce qui se passe à côté de lui, quelles que soient les orbites, sur la géostationnaire ou en orbite basse. Donc ça peut être un premier point. Et puis il y a, un aspect immatériel, c'est de comprendre comment on opère, de comprendre comment on est organisé, et donc de s'adapter à notre besoin pour plus tard, éventuellement. Est-ce qu'il y a un gagnant à la fin de l'exercice Astérix? Est-ce qu'il y a un gagnant à la fin de l'exercice Astérix? C'est une bonne question. Alors, ce que je peux dire, oui, on a gagné. Non, mais plus... On a battu l'ennemi Mercure. Plus sérieusement, on jouait une fois de plus un scénario d'entrée en premier. Donc le conflit n'est pas terminé. Et donc il y aura des phases qui vont, on a gagné la bataille. Se succéder. On a gagné la bataille, on va dire ça comme ça. Ce qu'Astérix a mis Astérix et Orion ont mis en lumière, et c'était pas délibéré, c'est le rôle crucial du spatial en fait. Et on en a fait la preuve, je le disais en intro, on en a fait la preuve par 9. Concrètement, ce qui se passe, c'est que fin février, on débarque, ça fait l'objet de certaines retombées médiatiques, on débarque des troupes par la mer, on débarque des troupes par les airs en faisant du parachutage. On est à peu près chez nous, on n'est pas trop contesté, on a la supériorité aérienne, on a gagné la supériorité maritime. Or, Mercure transpose la conflictualité dans l'espace, dans lequel on a déjà un rapport de force qui est un petit peu défavorable. Ils ont des capacités antispatiales qu'on n'a pas. Ce qui veut dire concrètement qu'ils sont capables de désactiver nos capacités. Absolument. Voilà. Et ils sont en train de renverser le rapport de force dans l'espace. Dans l'espace, puisque sur Terre, on est en bonne position. Et moi, j'attire l'attention du chef qui chapeaute toute l'opération en lui disant que si on la perd, si on perd ça, il va perdre ses communications par satellite, il va perdre son observation, il va perdre toutes sortes de choses, et on risque de perdre la guerre tout court. Et ça le fait réagir.
et on déclenche une opération qu'on aura appelée Opération Gravity, qui n'était pas du tout prévue dans le scénario, qui n'était pas scriptée, et qui vise à essayer de rééquilibrer ce rapport de force. Comment on fait ? Eh bien là, en l'occurrence, on a cherché à neutraliser certains centres de maintien à poste et les centres de surveillance de l'espace adverse. Oui. Voilà. Bon, là, c'était... Donc l'idée, c'est d'utiliser encore une fois ces atouts sur Terre pour aller intervenir sur les stations au sol de l'ennemi. Absolument. C'était le modus operandi qu'on a choisi là. Mais on a essayé aussi, je disais qu'il y avait une petite vocation capacitaire, exploratoire, qu'on a mise en œuvre également. Ouais. Alors parlons-en, on peut peut-être conclure nos échanges là-dessus. L'idée avec cet exercice, c'est aussi d'explorer nos ambitions en termes de défense spatiale, voire même aller plus loin et anticiper des compétences d'attaque spatiale. On peut qualifier ça de cette façon-là ? Alors nous, c'est pas ce qu'on utilise comme terme, parce que on est une nation de droit, on respecte le droit international et le droit des conflits armés. Donc, en revanche, il faut qu'on puisse préserver notre liberté d'accès à l'espace et garder notre liberté d'action depuis l'espace. Voilà. Donc quand elle est contestée, il faut pouvoir se défendre. Il y a des gens, en l'occurrence Mercure, nous voulait du mal, venez larguer des nanosatellites, venez faire des manœuvres de rapprochement sur nous. Il faut pouvoir s'en défendre autrement qu'en déplaçant nos satellites. Ça a un coût. Déplacer un satellite, on le sait, ça a un coût en ergol, en carburant, ça sape la durée de vie de nos satellites. Et puis, pendant qu'on les manœuvre, on ne conduit pas nos missions, sensiblement. Donc, il faut qu'on puisse protéger nos assets en orbite. On n'a pas encore les capacités. On l'a pas. On a un certain nombre de projets qui sont en cours, des projets capacitaires. On a Yoda, qui est un démonstrateur technico-opérationnel qui vise une sorte de patrouilleur qui visera l'horizon 2025 sur l'arc géostationnaire, à faire des premières proof of concept, à tester la défense de nos satellites. Alors il faut rappeler qu'on ne parle pas ici, parce qu'on a eu cet exemple flagrant d'un tir de laser pour détruire un satellite, c'était la Russie qui a fait ça l'année dernière. La France, comme d'autres pays, ont signé un accord qui dit qu'on ne fait pas ça. Absolument. Pour ne pas créer de débris dans l'espace, parce qu'à la fin, on serait nous-mêmes impactés par cette manœuvre. Donc ici, on ne parle pas d'envoyer un laser à la James Bond pour exploser un satellite. On parle de quoi ? C'est il y a différents modes d'action qui sont effectivement qui viseront à ne pas créer de débris multiples, très clairement. Donc ça peut être du laser, mais du laser qui n'est pas destructeur. Ça peut être de l'électronique warfare, donc de la guerre électronique. Donc qui vise à neutraliser le composant électronique d'un satellite ou de composants sol éventuellement. Paralyser les forces spatiales de l'ennemi. Absolument. Donc il y a Yoda et qui sera un démonstrateur, et puis on a un projet à plus long terme à l'horizon 2030 de patrouilleurs, pareil sur l'arc géostationnaire, et on a un projet innovation également sur les orbites basses qui est en train d'émerger actuellement. Et on peut en dire un mot ? Ça s'appelle Action Léo. On a testé certaines choses qui sont complètement exploratoires là, mais qui visaient à faire du lancement réactif face à une situation adverse, et à poser un objet, un satellite, soit en termes d'interposition, soit en termes de protection de notre propre satellite. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir débriefer cet exercice Astérix, qui est donc la première partie de ce projet plus large Orion, jusqu'à Orion 4, on ira, c'est ça ? Oui, c'est ça, jusqu'à l'été, sensiblement. Jusqu'à l'été. On a gagné la bataille pour l'instant, pas encore la guerre, et on a pu éprouver nos compétences de défense spatiale. Merci beaucoup, Guillaume Bourdelou, colonel Guillaume Bourdelou, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine sur Bismart.